Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Depuis les années 90, elle aura singulièrement fait parler d'elle, la toute première dame du Bénin à l'ère du renouveau démocratique. Rosine Vieira Soglo, même passée derrière le rideau, le pouvoir ayant en temps échappé à son époux Nicéphore Soglo, la dame de fer, comme on l'appelle, a continué à occuper le devant de la scène de par ses actions caritatives à travers l'association Vidolé, mais surtout de par ses prises de position et ses interventions pour le moins osées au Parlement. Pratiquement 28 ans d'animation de la vie sociopolitique sans discontinu. La doyenne d'âge de l'Assemblée nationale du Bénin est fondatrice du parti La Renaissance du Bénin, RB, affaiblie par le poids de l'âge et la maladie, ne se sent visiblement plus à même de poursuivre le combat. C'est peut-être ma dernière émission, c'est ma dernière législature, à moins que Dieu en décide autrement, a-t-elle laissé entendre lors de sa récente intervention sur la très en vue radio privée d'information Soleil FM, qui, pour désormais assurer la relève, si relève, il doit y avoir 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, pour un débat sans tabou autour du personnage. Ce sera autour du thème Rosine Soglo et le processus démocratique au Bénin. Une femme politique d'exception ou un acteur politique comme tout autre. Pour l'instant débat, Richard Ablaka à mes côtés, enseignant universitaire, il est acteur politique. Richard Ablaka, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Merci aussi. En face de vous, Laurent Delors-Faton, doctorat en communication. Il est également acteur politique. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour monsieur Joël Etoni. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. Un plaisir renouvelé. Les quelques millions que nous avons reçus, ah oui, ont pris le dessus sur le reste. Aisément. Elle n'est pas mienne, cette phrase, n'est-ce pas? Oui, car moi aussi, j'ai reçu d'argent. La doyenne d'âge s'exprime ainsi. Rosine Soglo, oui, tout le monde. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ce verbatim de la doyenne d'âge en plein processus de modification de la loi fondamentale béninoise, c'était en 2017, reste l'une de ces déclarations qu'on n'oubliera pas de sitôt. Depuis le renouveau démocratique, jamais une femme béninoise n'aura tant marqué les esprits de par ses prises de position. Laurent Delors-Faton, Rosine Vieira Soglo, en décidant une fois encore de donner de la voix, est revenu sur ce problème qui, à un moment donné, a secoué la République. Et ça relance, semble-t-il, une fois encore, la problématique de la corruption institutionnelle. Merci monsieur Joël Etoni. Je salue particulièrement les téléspectateurs pour cette opportunité que vous nous offrez quand même pour parler de Rosine Vieira Soglo. Peut-être que c'est une émission d'hommage que nous allons lui faire. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis heureux de pouvoir opiner sur la personnalité de Rosine Vieira Soglo. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, vous l'avez dit, elle a marqué l'histoire politique nationale durant les 28 ans que nous venons de vivre des indépendantistes. Elle a marqué sous plusieurs angles. Nous aurons le temps d'y revenir. Et parler d'elle en tant que jeune, je suis fier de pouvoir parler d'elle parce qu'il y a des moments où je me suis retrouvé à travers elle. C'est vrai, il y a des moments où elle a plus ou moins dérouté tout le monde, mais elle reste et demeure une dame atypique. Pour parler de la question dont vous venez de parler par rapport à la corruption, vous savez, ce qui s'est passé le 4 avril 2017 à l'Assemblée nationale a été le coup de poignard le plus dur au régime en place. Et que vous vous souvenez que c'est juste au lendemain que l'ancien ministre de garde des Sceaux, actuellement président de la Cour constitutionnelle, a dit qu'il va faire la politique de la ruse et de la rage. Et les déclarations d'hier nous confirment que ce n'est pas parce qu'ils étaient dans la posture de changer le Bénin que le régime actuel est énervé et enragé, est devenu rusé. Il y a toujours dit que ce sont des expressions, ce sont des caractéristiques animales et que je ne comprends pas que des hommes puissent se les attribuer. C'est parce qu'ils ont vu qu'en dehors de toutes les tractations qu'ils ont eu à faire, en dehors de toute l'énergie qu'ils y ont mis, leurs sous, les sous de contrat béninois qu'ils ont dépensés ont été inutilement dépensés. Et Rosine Vieira Soglo vient une fois encore pour nous dire qu'en dehors des aînés qui sont dans la rupture, qui ont déjà fait preuve de leur, je dirais,
mauvaise habitude sur la durée, la jeunesse de cette rupture est aussi ancrée dans cette mauvaise pratique politique qui consiste à manipuler les acteurs politiques par l'argent. Parce qu'elle a précisé celui qui... Désormais, on ne savait pas d'où l'argent venait. Mais hier, on a su que l'argent venait du ministre des Finances, en l'occurrence le ministre Romuald Wadaï, qui est un jeune, qui normalement devait faire le combat de la jeunesse, le combat de la, je dirais, de la probité et le combat d'une politique saine sur des valeurs républicaines, sur des valeurs morales et éthiques. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il est devenu lui aussi pourri, comme les aînés avec lesquels il travaille. C'est triste. C'est triste que celui qui est l'Argentine nationale, celui qui détient en main les caisses de l'État, que ce soit lui qui organise la corruption institutionnelle, c'est très grave et ça nous montre déjà que le pays est en de mauvaises passes aujourd'hui parce que celui qui gère notre argent est en train de dilapider nos sous. Heureusement que Roselyne Vieira-Soglo est revenue pour nous dire et nous donner l'origine. Mais en dehors de cette sortie massive de près de demi-milliard de nos francs CFA, qu'est-ce qu'il fait réellement de nos patrimoines, de nos sous, du budget de l'État? Parce que si c'est lui qui est le maître orchestre du jeu, je crains qu'il en fasse davantage. Et puis, pour les caisses de l'État, et c'est malheureux, c'est triste pour un régime qui avait pris comme l'un des mots d'ordre la lutte contre la corruption. Parce que ça fait partie c'est un aspect majeur du discours du chef de l'État le 6 avril 2016 à Porto-Novo. Et que c'est lui-même qui l'organise de connivence avec le ministre des Finances, c'est triste. Et c'est malheureux pour ce pays. Richard Ablaka, première réaction avant qu'on évolue dans le fond du sujet. Merci. J'ai suivi mon grand ami Delors avec beaucoup de plaisir. Et je crois que par rapport à cette question, d'abord, je voudrais remercier vraiment M. Etondi. Je voudrais vous remercier pour cet honneur que vous m'accordez en me prononçant sur ce personnage atypique de notre histoire politique. Roselyne Vieira-Soglo, c'est une grande dame, quoi qu'on dise. On va revenir forcément sur ce personnage. Et par rapport à cette déclaration d'hier, en ce qui concerne de l'argent reçu par un certain nombre de parlementaires béninois sous le régime de la rupture, je crois que le problème est ailleurs. Où ça? Le problème, d'abord, c'est, disons, les irrégularités de notre Constitution. Le problème, c'est, disons, l'ossature même de notre Constitution. Ailleurs, lorsque vous êtes élu chef d'État, quelques mois après, il y a un renouvellement de l'ensemble de la classe politique, y compris le renouvellement des élus du peuple, notamment les députés. Ici au Bénin, celui qui vous a combattu, ou celui que vous avez combattu, et qui est sortant, c'est lui qui vous laisse ces députés. Et vous êtes obligé de composer avec ces derniers pendant tout au moins 3 ans avant d'avoir la chance d'organiser de nouvelles élections législatives. Et si effectivement la chance vous souriait, vous aurez vos propres élus. Et cela vous autorise à faire de l'argent? Écoutez, s'il vous plaît. Donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Oui. C'est que lorsque vous êtes chef d'État et que vous voulez aller de l'avant et qu'il y a beaucoup de chantage, on vous bloque parce qu'on ne veut pas du développement de la nation. On vous bloque parce qu'on veut vous rendre impopulaire. On vous bloque parce qu'on vous tend des pots de banane pour faire glisser. C'est de ça qu'il est question surtout. Je crois que la question de la corruption au niveau de l'Assemblée nationale, cela ne date pas de 2017. Depuis que nous avons commencé, depuis les premières législatures jusqu'à la législature qui est sortante, il y a eu toujours des problèmes de corruption. Richard Blaka, quand l'université on parle comme ça, est-ce que
même lorsqu'on prend l'engagement d'aller à l'assainissement, est-ce que ce n'est pas l'occasion rêvée alors de taper très fort avec une criette qui est désormais en place et qui a une corruption institutionnelle comme ça? Ne faut-il pas envoyer alors massivement les concernés devant la criette? Moi, ce que je voudrais aussi retenir, ce sont des déclarations qui n'engagent que l'honorable Viera Soglo. Moi, je n'ai aucune preuve de ces déclarations. Il va falloir... Comment se fait-il que c'est seulement maintenant qu'elles reviennent sur des dossiers qui datent d'il y a quelques mois. Bien entendu, moi je crois 2017, déjà, elle en avait parlé, mais encore faudrait-il... Il y a toutes les dispositions légales, il y a toutes les dispositions légales, il y a les voies indiquées. Ce n'est pas sur un plateau de télévision ou dans les studios d'une radio qu'il faut faire ces déclarations. Elle sait où, disons, se diriger, vers qui se diriger pour que cette affaire soit mise au clair. Mais pourquoi c'est dans les studios non, je crois quand même que si effectivement les faits qu'elle a évoqués sont des faits réels, je crois qu'elle doit pouvoir, ou bien même la justice devrait s'auto-saisir de ce dossier. Alors, parce qu'on ne peut pas admettre, surtout qu'il s'agit de la rupture, on ne peut pas admettre ce type de comportement. Et moi, je dis qu'il va falloir apporter les preuves et saisir les juridictions compétentes pour que la clarification, toute la clarification soit apportée à ce dossier. Alors, de nouveaux clients en perspective pour la criette et qui, pour taper à sa porte ou se faire inviter? Il n'y a pas de nouveaux clients, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Ah bon? C'est une tradition de la rupture. De ne toucher jamais, de ne pas toucher aux siens. Et celui dont on parle, c'est le ministre des Finances. Il est bien protégé par le chef de l'État. On ne touchera pas. On aura beau tout dire, Roselyne Vieira Soglo aura beau tout faire, elle pourra sortir toutes les preuves possibles. La criette ou la justice béninoise ne toucheront pas à ce dossier. Est-ce que jusque-là, il y a une plainte? C'est déjà une tradition. Est-ce qu'il y a une plainte jusque-là? Et nous savons que la criette et les procureurs se sont souvent auto-saisis des dossiers de moindre importance. Aujourd'hui, on parle de près d'un demi-milliard du contribuable béninois qui a été dilapidé par un ministre des Finances. On n'a pas besoin que Roselyne Vieira Soglo apporte des preuves. Si la rupture est sérieuse envers elle-même et conséquente de par ses propos et ses engagements, elle devrait elle-même se saisir et le ministre de la Justice devrait instruire. Dès ce matin, on devrait déjà avoir une réplique systématique du gouvernement de se prononcer. À défaut que le ministre se prononce, le ministre porte-parole du gouvernement devrait sortir pour donner, ou bien lancer, la présidente de la République devrait lancer un communiqué à ce propos. Vous n'en verrez pas. Et c'est triste. Mais ce qui est sûr, nous avons déjà compris. Et le peuple a déjà compris que ceux-là ne sont pas là pour lutter contre la corruption. Ils sont là pour régler des comptes et pour gérer les affaires. Mais ce qu'ils sachent une chose, même si eux ne s'en préoccupent pas, l'histoire se chargera de régler certains comptes, qu'on le veuille ou pas. Pourquoi vous parlez de règlement de compte tout le temps? Pourquoi notre opposition ne peut pas être plus objective? Pourquoi nous avons une opposition de destruction? Pourquoi donc vous pensez que lorsque des faits qui sont condamnables sont commis par des citoyens béninois, il faut fermer les yeux sur ces faits, soit parce qu'ils sont de l'opposition? Nous sommes dans quelle république? Et lorsque il y a des faits qui sont prohibés par la loi et qui sont commis par des acteurs politiques, puisqu'ils sont de l'opposition, alors on ferme les yeux là-dessus. Par rapport aux déclarations de l'honorable Vieira Soglo, moi je le dis, je le répète, le lieu indiqué, ce n'est pas les studios d'une radio. Je suis désolé. Elle devrait... Moi j'attends ce qu'elle porte plainte, qu'elle dise, parce que quoi qu'on dise, si les faits sont réels, sont vrais, c'est qu'elle est aussi présumée coupable. L'affaire de Korogoné. Elle est aussi présumée coupable parce que elle fait partie de ce groupe de députés qui a été contacté et des députés qui ont reçu, si c'était vrai, de l'argent. Donc eux tous, ils vont passer devant la criette comme vous le dites, et c'est ce que moi je souhaite vivement. Je le souhaite vivement, pourquoi? Parce que il faudrait qu'on en finisse avec cette classe politique. Il faudrait qu'on en finisse avec cette classe politique qui font du chantage. Un problème de classe politique. C'est véritablement
un problème de classe politique. Et la jeunesse doit pouvoir prendre ses responsabilités pour que, à l'issue des élections de 2019, on puisse renouveler à hauteur de plus de 80-90% et cette classe, parce que c'est une classe gangrénée. Il faudrait qu'on en finisse avec. Parlant de classe politique, Rosine Soglo a été de celle-là qui a porté à un moment donné fièrement le Bénin vers d'autres destinations. La suite, on la connaît. Et ce combat, elle a mené de tout temps sous la bannière de la Renaissance du Bénin, la RP, formation politique dont elle est la fondatrice. Sous le poids de l'âge, elle voit presque l'édifice Richard Blaka s'écouler sous ses yeux. Et c'est avec beaucoup d'amertume qu'elle évoque le sujet. Oui, beaucoup d'amertume, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets aussi. Il faut dire que cette dame que moi, j'ai appréciée à un moment donné, c'est vrai que certaines de ses déclarations suscitent beaucoup de controverses. Il faut rappeler que Marie-Rosine Vieira Soglo, je crois qu'elle a aussi Honorine comme prénom, hein, est née le 7 mars 1934. Pourquoi la nécessité de rappeler tous ces prénoms? Oui, c'est important parce que c'est de jolis prénoms quand même. Oui. C'est de jolis prénoms. Ah oui. Donc, elle est née le 7 mars 1934 à Ouidah. Et elle a eu la chance très tôt de s'envoler en France, où elle a fait déjà le lycée, et puis après l'université, je crois dans la région de Cannes, et elle est huissier. Et c'est justement là-bas qu'elle a rencontré le prince charmant, Nicéphore Dieudonné Soglo. Et puis après, ils vont sceller le mariage, je crois en 1959. Et ils sont descendus à l'époque au Dahomey. Le général Christophe Soglo était au pouvoir. Nicéphore Soglo a occupé les fonctions de ministre des Finances. Et puis après, il y a eu le coup d'État. Et la direction, c'était les États-Unis. Ils vont continuer leur aventure. Il a fallu l'avènement, disons, de la démocratie avec les problèmes des années 80, avec l'appel du général Kérékou pour que le couple revienne au pays. Soglo, Premier ministre, et puis après, élu président de la République. Et c'est là que va commencer toute la carrière politique de Dame Rosine Vieira Soglo. Cette carrière politique, comment est-ce qu'on peut l'analyser? Il faut reconnaître que c'est une carrière qui a connu des hauts et des bas. C'est une carrière qui a connu des péripéties, des vicissitudes. Et c'est une carrière qui malheureusement s'achève par une décadence, une chute, disons, critique, qui est plutôt regrettable. Maintenant, comment en est-on arrivé là? C'est là toute la question qu'il faut se poser. Et parce que le personnage même, lorsque vous abordez son entourage, lorsque vous rencontrez les gens qui ont eu la chance de le côtoyer, ils vont vous dire que cette dame, effectivement, une dame de fer, qui a poussé son sectarisme, son autoritarisme trop loin, et ce qui malheureusement va avoir des répercussions assez négatives, non seulement sur son époux, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, mais également sur les enfants, ce qui a expliqué toutes les dissensions que nous avons connues au sein donc de la famille, qui a voulu créer un clan politique, une entreprise politique, malheureusement qui n'a pas fonctionné. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire, et on va maintenant, si vous permettez, aborder chaque étape. On reviendra aux étapes oui, de leur faton. RB, c'est la bannière qui a porté. Qu'elle a fait d'abord de ses mains, de son intelligence, qu'on ne saurait le reprocher, de sa sueur, de sa combativité. Aujourd'hui, presque au soir de sa vie, elle voit l'édifice s'écrouler à ses yeux, sans pourtant véritablement se sentir encore la force nécessaire pour relever le grand défi. Vous savez, le drame que vit la RB n'est pas un drame unique à la RB. C'est un drame de tous les partis politiques nés dans les années 90. Observez la scène politique, vous ne verrez plus aucun parti politique de cette période être encore fort sur le terrain. Le seul qui restait, qui dandinait encore aux côtés de la RB, c'est le PRD, qui a scellé la dernière fois sa mort ou sa dissolution dans le bloc républicain.
Et que si vous observez de 90 à ce jour, vous allez voir que tous les partis politiques ont connu comme leur crise de maturité et leur chute vertigineuse. C'est lié à tous les partis. Ça donne l'allure de comprendre que les partis politiques ont vécu 25 ans, pratiquement tous 25 ans. Et ce que Roselyne Vieira Soglo vit, il faut la comprendre dans un contexte d'abord. Il faut le mettre dans le contexte général du Bénin pour comprendre que ce n'est pas à elle seule. Tous les autres. Hongodi a vu progressivement les barons avec qui il a fait le PRD se désolidariser et partir. Le PSD, pareil. Pour le MADEP, pareil. Vous allez voir que Kadounia Ifa, vous avez tous les partis politiques qui ont le même sort. Et ce n'est pas un sort qui est typique qui est lié à elle, mais la particularité d'elle, c'est qu'elle avait dirigé la RB d'un instinct maternaliste. Elle est restée trop maternaliste par rapport à la RB. La RB est restée comme son enfant, son bébé qu'elle a chouchouté tout le temps. Et vous allez voir que chaque fois que Roselyne Vieira Soglo agit, moi je ne vois jamais une dame que d'aucuns appellent Amazon, je ne vois toujours qu'une mère. Et vous allez voir que dans tous ces élans, elle défend la RB comme si c'est un bébé qu'elle considère encore comme dans son jeune âge, toujours. Vous allez voir que quand elle veut parler de Liadi Soglo, elle développe toujours un instinct maternaliste. Quand elle veut parler de président Soglo, qu'elle dit toujours Hercule, vous voyez qu'elle le défend avec un instinct. C'est qu'elle est tellement affective par rapport à tout ce qu'elle fait. Et c'est le drame qu'elle vit. Elle n'a pas su se départir de ses sentiments maternels par rapport à la RB. Et aujourd'hui, vous allez voir, bien que la RB se soit vidée de beaucoup, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, des Georges Guédou, des Rodissi et autres, chaque fois que ceux-là partaient, elle tenait toujours à garder son bébé. Et aujourd'hui, c'est comme si elle se rend compte que le bébé est en train de partir. Et elle se voit comme une mère qui perd un enfant. Le sentiment de tristesse est fort chez elle. C'est ce que moi je comprends de loin. Mais sinon, le phénomène du parti RB, c'est le phénomène de tous les partis du Bénin. Ils vont tous disparaître. C'est une croissance et qui connaîtra la chute libre de manière inévitable. Oui. On le disait par rapport au PRD et les gens pensaient que c'était un leurre. Vous avez vu la crise de maturité, mais de chute que le PRD a fait de connaître. Même si le bloc ne se criait pas, le fait que Renouveau la patte est certain, le PRD a connu la chute la plus grande de son histoire et devait disparaître qu'on le veuille ou pas. Oui, la spécificité de la RB dont vous parliez tout à l'heure, liée à son attachement à la formation politique, mais aussi à ce déclin dans un contexte tout particulier. Elle est revenue sur le sort qu'est celui de la RB, une sentence ou une délibération attendue qui aura mis tout le temps que ça a mis, et ensuite l'arbitrage de la Cour suprême. Et là, elle dit, ah oui, tôt ou tard, la Cour suprême va rendre sa sentence. Et peut-être que je ne serai plus là. Est-ce que ce n'était pas là, au-delà de sa simple personne, qui vit un drame sous ses yeux, avec une institution qui, pour elle, aurait pu faire les choses autrement? Vous savez, la citation dont nous parlons par rapport à la Cour suprême... Est-ce que c'est une interview? Allez-y, vous aurez votre temps. Cette situation par rapport à la Cour suprême n'est qu'une goutte d'eau qui déborde, fait déborder le vase. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la RB connaissait dans une crise. Et si la Cour suprême donnait la paternité de la RB à Liadi ou à Abraham Zindokwe, la RB aura connu encore une grande faille. Parce que les Luc Atropo et consorts, quand ils vont quitter la RB, ça va se vider davantage. Et même si la Cour suprême donnait son verdict ou pas, la RB ne serait plus la RB. Elle serait vidée de la moelle même. Parce que qu'on le veuille ou pas, ces acteurs aujourd'hui qui sont dissidents, ou bien qui ont récupéré la RB, forment quand même une grande partie du parti. Quand on prend Luc Atropo et autres, ceux-là quand même restent quand même les derniers barons du parti, à côté de la famille Soglo. Le vin est tiré, il faut le voir, parlant du sort de la RB, une page qu'on devrait tourner. Avant de me prononcer sur cette question, je suis d'accord avec cette analyse, sauf que les causes, disons, du déclin des partis politiques chez nous ne sont pas les mêmes. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que il y a déclin, il y a chute libre de ces partis et c'était prévisible. Mais les causes ne sont pas les mêmes. Et lorsque nous prenons le cas particulier de la Renaissance du Bénin, moi je crois quand même que, au-delà de tout, c'est le seul parti
qui a eu quand même la chance d'exercer, c'est vrai que le parti a été créé bien entendu après, mais qui a quand même eu un président de la République. Et c'est une grande chance, c'est un grand avantage. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au sein de la Renaissance du Bénin? Ce qui n'a pas fonctionné au sein de la Renaissance du Bénin, disons, c'est ce sectarisme affiché de la présidente du parti, c'est cette mesquinerie et qui a été plusieurs fois dénoncée par, disons, les sages même de ce groupe politique. Et vous allez voir que cette dame, c'est quelqu'un, c'est une femme qui ne se laisse pas contrôler. Et quand elle a une idée, c'est ça qui doit passer. À l'époque, quand le président Nicéphore Dieudonné Soglo a été élu, on ne parlait pas de première dame, parce que l'histoire de première dame au Bénin va être officialisée en 2003. Mais avant, elle s'était déjà imposé ce rôle de première dame, ce qui n'a pas été vu d'un bon œil par l'ensemble de la classe politique béninoise, et même à l'international, cela posait des problèmes, parce que voilà une femme qui se déplaçait partout où son mari devrait y aller. Et ça posait un problème. Dans dans la diplomatie internationale, c'est vrai. Richard Blaka, oui, justement, quand on pose ce problème-là, est-ce que, comme c'est un jeune aujourd'hui, elle n'aurait pas vu les choses un peu plus tôt que d'autres personnes? Aujourd'hui, on est obligé d'aller à cette norme et on est surpris de constater qu'il y a des premières dames qui n'existent pratiquement pas. Elles n'existent que de nom, on ne les voit pas sur le terrain. Mais elles, alors que c'était pas officialisé, comme vous le dites, déjà, elle donnait de la voix, elle prenait le devant d'une certaine Non, elle faisait plutôt une confusion. Disons qu'il y avait une confusion à un moment donné. Elle se prenait même pour le président de la République. Et ça, les Béninois n'ont pas aimé. Et à l'époque, les gens disaient on ne peut pas adorer le cheval, adorer, je ne sais pas, en tout cas, tout ce qui concerne le cheval. Parce qu'on parlait là du père, on parlait de l'épouse et également les fils qui sont entrés dans la danse. Donc, le vrai problème de la RB, c'est un problème de gestion, une gestion cavalière faite par sa précédente. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi elle est en train de pleurer. Elle est, disons, le premier artisan et, disons, la première source, la première cause de cette décadence, de cette chute lamentable du parti RB. Laurent de Lofaton, il ne faut pas souffrir en se mettant dans la peau de Roselyne Vieira Soglo. Elle a plutôt à faire son mea culpa. Roselyne Vieira Soglo n'a aucunement de mea culpa à se faire parce qu'elle n'avait pas de précédent. Du moins, elle n'avait pas de référent. Elle a créé un rôle, elle a incarné un rôle qui n'existait pas et que personne n'avait occupé par le passé. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'exemple à suivre. Elle a créé et elle a essayé de donner une mouture à la fonction qu'elle devait jouer dans la République. Parce qu'avant elle, il n'y avait pas de première dame au Bénin. On n'en avait pas vu de manière affichée. Et elle devrait elle-même inventer son rôle et le jouer. Et elle a joué tout le temps. Et elle a joué avec un instinct maternaliste trop fort qu'on le reconnaît. Parce que vous voyez, toutes les fois qu'elle devrait parler, il y a trois choses qui sortent. Les enfants, le mari et après la patrie. Elle a trois choses qu'elle défend tout le temps. Et à des moments donnés, on se dit quelquefois qu'il y a comme une confusion. On n'arrive pas à savoir à quel moment elle défend la patrie, à quel moment elle défend les enfants et le père. Parce qu'elle parle toujours du bilan. C'est comme si elle est nostalgique de ces années 90. Elle parle toujours du bilan élogieux de son mari. Elle parle toujours de ses enfants. Elle parle toujours de son parti. Après, elle parle du pays. Et ça veut dire qu'elle n'a pas su se départir comme l'aurait fait peut-être une Amazone. Parce que l'Amazone, on lui arrache l'instinct maternaliste. C'est ce qui s'est passé dans le royaume d'Abomey. L'Amazone n'a pas le côté maternaliste. On lui inculque un sentiment patriotique. Le matérialiste que vous évoquez était si mauvais en soi. Je dis en soi, ce n'est pas mauvais parce qu'elle n'avait pas eu d'autres modèles avant elle pour savoir quelles étaient les failles à ne pas connaître. Mais aujourd'hui, après elle, d'autres femmes qui viendront pourront se servir d'elle pour dire Roselyne Vieira Soglo a incarné quelque chose de grand avec ses failles et ses points forts. Qu'est-ce qu'on fait désormais pour que d'autres femmes incarnent quelque chose de modèle en s'inspirant d'elle? Est-ce qu'il faut s'inspirer de Roselyne Vieira Soglo? On vous posera la question tout à l'heure, mais dites, Richard Blaka, dans cette démarche-là,
elle aura visiblement servi de cobaye, si on s'en tient à ce que vous dites. Servi de cobaye, la question d'éthique, car Faton évoque 3 échelles là. L'instinct maternaliste, la famille, donc, le pays, par la suite, le patriotisme. Dites, est-ce que, côté moralité, que vous semblez dénoncer aujourd'hui, aura servi à quelque chose avec la première dame, si on peut le dire ainsi, dans le contexte d'antan? Est-ce qu'elle a servi vraiment de cobaye? Il faut dire que c'est pas pour rien que j'ai retracé un peu son parcours, pour montrer quand même que c'est une femme qui a assez d'expérience. Disons, c'est une femme, entre guillemets, civilisée, vous me permettez le terme. Donc, l'idée de première dame, ça existait. Le Bénin n'a pas été la première école. Non, loin de là. Ça existait. Et je vous ai dit, elle a fait la France, elle a fait la France, elle a fait les États-Unis, et elle sait ce que ça veut dire être l'épouse, la femme d'un chef d'État. Donc, elle n'a fait que recopier un peu ce qui existait ailleurs. En y ajoutant une petite touche africaine. Et maintenant, en ce qui concerne cet instinct maternaliste dont mon frère parlait, moi je crois quand même que le sentimentalisme, surtout vu dans un sens plutôt affectif et parental en politique, c'est une erreur. C'est une erreur grossière. C'est une erreur inadmissible. Parce qu'on ne peut pas mélanger la politique et la famille. Je reviens sur ma question, l'éthique en politique avec la première dame. Oui, on se rappelle ce fameux feuilleton, on était encore tout petit, oui, les oiseaux se cachent pour mourir. On se rappelait que pour le passage de certains feuilletons à la télé, la première dame pouvait taper du poing sur la table et demander à ce qu'on aille au retrait. On se rappelle aussi, en ce qui concerne là, oui, ce qu'on pourrait appeler l'accoutrement, si vous voulez, la posture à adopter quant au choix vestimentaire. Avec elle, il y avait comme une certaine allure à avoir. C'est la bonne vieille école. La bonne vieille école. C'est la bonne vieille école. Et elle n'a pas totalement tort. Elle n'a pas totalement tort. Parce que quoi qu'on dise... Vous en êtes nostalgique de cette vieille... Quoi qu'on dise, oui, elle incarne certaines valeurs. Elle incarne certaines vertus. On ne peut pas dire que Madame Vieira Rosine Soglo est une dame qui incarne la négation. Non, elle a des côtés positifs et je crois quand même que cette bonne vieille école dont je parlais tantôt nous mettait, disons, à l'abri de certains comportements qui aujourd'hui courent les rues et qui ne sont pas de nature à arranger les choses. Donc il y a forcément des leçons à en tirer, et sur cet aspect-là, moi je crois que elle était dans son rôle. Je vous pose la même question d'éthique en politique avec les premières dames. Aujourd'hui, avec un peu de recul, vous l'appréciez comment? Vous savez, je dirais que comme le président Nicéphore Soglo, la première dame, Rosine Vieira Soglo, n'était pas aussi préparée à la fonction de première dame. Parce qu'elle n'était pas venue au pays pour se retrouver dans la fonction de première dame. Elle était venue au pays juste pour une circonstance. Elle s'est retrouvée subitement dans la fonction. Et elle a essayé elle-même d'inventer, de jouer le rôle. Ça fait qu'elle n'était pas préparée. Elle ne pouvait pas, parce que, vous savez, de 63 à 90, elle a fait un parcours aux États-Unis. Et son parcours, elle avait développé dans un milieu restreint avec ses enfants, où elle a développé son instinct maternaliste, protectrice, avec ses enfants. Et subitement, elle se retrouve devant la scène. Ne lui demandez pas quand même de remettre tout en cause. Si par le passé, elle s'était préparée à la fonction, elle aurait su comment jouer le jeu pour ne pas mélanger les genres. Mais quand vous parlez de Rosine Vieira Soglo, il faut aussi toujours voir quand même à côté, il y a une dame, celle qui est morte la dernière fois, Winnie Mandela, qui s'est révélée être aussi une dame, je dirais, turbulente, qui s'est révélée être une dame quand même au côté atypique. Quand on a fini par découvrir tout ce qu'elle avait fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas toujours facile pour les femmes de jouer ce rôle. Il faut ne pas en abuser, dites Faton. Elle aura retenu l'attention durant son passage à l'Assemblée nationale et des différentes mandatures. Quelles sont les actes ou actions qu'elle aura posées et qui vous auront impacté singulièrement? D'abord la durée.
La durée qu'elle a eu a fait 28 ans, non, disons, ça fait quand même environ 25 ans environ qu'elle a fait l'Assemblée. Il faut dire que cette durée, c'est un record. Et ils ne sont que 3 ou 4 à avoir ce record. Ça a été utile à quelque chose? Oui. Parce que la dernière fois, quand il fallait élire le président de l'Assemblée Rungodi, et qu'elle était à doyenne d'âge, nous avons vu comment elle a dirigé la plénière, comment elle a dirigé l'élection de Rungodi, tout le monde était fier d'elle. Ça a marqué tous les esprits, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, tout le monde était fier du rôle qu'elle a joué. Elle a joué un rôle capital à ce moment de l'histoire politique béninoise en 2015. Et ce rôle, on ne peut pas l'oublier. Mais il arrive des fois quand même qu'elle a su quelquefois dérouter les présidents de l'Assemblée, avoir le courage de dire ce que personne ne pouvait dire, même si ça mettait mal à l'aise tout le monde, quelquefois où ça n'allait pas, elle disait ce qu'elle pouvait dire et ceux qui pouvaient entendre entendaient. Et qu'elle avait ce courage qui a marqué à des moments donnés, même si quelquefois elle en dit de trop, quand même à certains moments, elle agissait quand même comme la gardienne du temple. Et toutes les fois qu'elle a eu à le faire, je pense que les vis-à-vis, parce qu'elle a fini par incarner une image que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, on l'écoute. Et ça fait réfléchir. Ce rôle, elle a joué beaucoup. Et d'aucuns auraient pu jouer le rôle les hommes. Parce qu'à côté d'elle, on n'a eu aucun homme de sa trempe à jouer ce rôle de gardienne du temple au niveau de l'Assemblée. Elle a joué tout le temps. Richard Agblara, l'Assemblée nationale a été le milieu dans lequel Rosine Soglo aura fortement marqué ces dernières années de par ses actions. Vous aurez gardé quelles actions particulières d'elle? D'abord, elle a animé vraiment l'Assemblée nationale et c'est à son actif. Quand elle prend la parole, je crois qu'il y a une sorte de curiosité. On s'arrête, on l'écoute. Et puis, elle fait beaucoup de déballages. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Disons, c'est inné en elle. Et Delors évoquait tout à l'heure ce qui s'est passé en 2015, plus précisément le 19 mai, je crois. Oui, tout à fait. Le 19 mai 2015. Je crois que cette femme, il faut quand même lui tirer un coup de chapeau. Au-delà de tout, elle mérite qu'on lui tire un coup de chapeau. Moi, ce qui m'a le plus gêné ces derniers temps, ce sont ces déclarations, ces appels à la révolte populaire. C'est pas très bien. Moi, je crois qu'à son âge, elle aurait pu incarner la vraie sagesse et non appeler les gens à la violence, à barrer quand... Elle a appelé les gens à la violence? Bien sûr, quand elle était revenue dernièrement, avant cette émission, bien entendu, elle avait accordé une interview, je ne sais plus, au moment où elle disait même que un certain journal, le Pharaon, avait annoncé sa mort, etc. Et en ce moment-là, elle avait fait quand même certaines déclarations qui n'étaient pas très dignes d'une femme de son rang, de sa catégorie. Du parcours et de ce qu'elle aura apporté, Richard Agblara, pensez-vous qu'il faudra pour la nation béninoise d'autres Rosine Vieira Soglo? Non. Je ne pense pas qu'elle soit un modèle qu'on puisse, disons, transposer. Pas vraiment, parce qu'on peut faire autrement la politique, on peut s'imposer autrement. La première valeur qu'on aura recherchée, c'est d'abord la sagesse. C'est la sagesse. La sagesse et la sagesse. Malheureusement, au soir de sa vie, la sagesse a plutôt déserté le forum. C'est regrettable. Oui, Faton, vous évoquez un peu plus tôt la question, et vous disiez qu'on allait revenir là-dessus. Rosine Vieira Soglo, avec un peu de recul, faudra-t-il la réinventer ou tourner définitivement cette page? Il ne faudra pas la réinventer parce que personne ne pourra jamais incarner ce rôle. Même si on voudrait la réinventer, on n'y parviendrait pas. Ce que demande seulement aux femmes, aux jeunes femmes, aux acteurs politiques aujourd'hui, d'aller à son école. Chercher à comprendre d'où elle a tiré ce courage qui, quelquefois, a fait quand même trembler la République. Et a fait trembler les hommes, parce que nous sommes dans une République beaucoup plus machiste. Elle a eu le courage quand même d'affronter tous les hommes d'État que le Bénin a connu depuis 1990. Il n'y en a pas eu un seul devant lequel elle n'a pas eu à dire ce qu'elle pouvait dire. Je rêve que les femmes qui font la politique aujourd'hui a épuisé auprès d'elle ce courage. Mais qu'elle arrive à savoir que Rosine Vieira Soglo a donné tout ce qu'elle avait comme courage et autres. Parce qu'elle a aussi une verve. Elle est intelligente. Elle raisonne. Oui. Et quand elle raisonne, elle séduit. Je veux qu'elle trouve ces attributs qu'elle a, mais qu'elle arrive à savoir qu'en politique, il faut se séparer quelquefois du sentiment maternaliste pour jouer le rôle de la République. Et si les gens peuvent arriver à tirer d'elle l'essentiel de ce qu'elle avait de courage, d'ardeur, d'intelligence et associer maintenant d'autres valeurs pour faire taire les faiblesses. D'ici quelques années, on aura d'autres femmes braves. Parce que celles qui sont là, elles sont nombreuses, mais n'ont pas réussi à l'égaler
À ce que quand on cite Rosine Vieira Soglo, on ne trouve personne d'autre à citer à ses côtés comme brave femme. Il y a quelques rares exemples, mais qui n'ont pas su faire le jeu. Et le jeu qu'elle a réussi à faire, qui est le jeu le plus important, c'est de se faire élire dans une république où les femmes n'ont pas voix au chapitre lors des élections. Que les femmes aillent à son école pour savoir comment elle réussit à se faire élire chaque fois. Ce sera pour elle un avantage et la République aura beaucoup à gagner. Les femmes n'ont pas besoin qu'on leur donne la discrimination positive. Elles peuvent aller à l'école de Rosine Vieira Soglo pour savoir comment elle réussit à pâter l'électorat, à le maintenir et à chaque fois se retrouver à l'Assemblée. Ce sera Rosine Vieira Soglo, femme politique, mais femme sociale. Oui, allez-y. Il parlait tout à l'heure du courage de Rosine. C'est vrai, elle est courageuse, mais les autres femmes ne peuvent pas se comporter ainsi. Tu sais pourquoi? Elles n'ont pas les mêmes attributs. Parce qu'elle a été première dame. Et ça joue un grand rôle. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas la Voilà. Il faut rêver première dame. C'était à son avantage. C'était à son avantage. C'était à son avantage. Et puis, en dehors de cela, il y a qu'elle a son âge. Elle a son âge. Je l'ai dit au début, à l'entame de cette émission, elle est née quand même en 1934. En 1934, elle a son âge, s'il vous plaît. Oui, et ça compte aussi. Un âge qui, visiblement, ne trahit pas le latin de l'ex-première dame. Oui, Richard Blaka, la question que j'allais poser quand vous avez pris la parole, c'est un aspect qu'on semble de plus en plus oublier au soir de sa vie. Elle a été, dans la chair, mais dans l'acte aussi, une femme très sociale. L'apôtre de la veuve, mais aussi de l'orphelin. Richard Blaka, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec l'association Vidolé. Je crois quand même que là, il faut lui tirer vraiment un coup de chapeau. C'est une femme sensible. C'est une femme sensible et qui a poussé sa générosité très loin dans les contrées les plus reculées de ce pays. Ce qu'elle a apporté aux femmes béninoises, je crois qu'au-delà de tout ce que nous disons, de tout ce débat que nous faisons, il y a quand même que Rosine Soglo a fait du social et cela est à son actif et à l'actif de cette association Vidolé. Oui, Laurent de l'Orphaton, Vidolé. Des images restent encore, on les voit comme si c'était hier. Tout petit, oui, c'est vrai, mais on ne pouvait pas se garder, parfois de couler des larmes face à certaines images qu'on voyait. Richard Blaka parlait du Bénin profond. On l'a découvert beaucoup plus avec ces dames en tout temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces images. Le nom Vidolé est resté dans la mémoire de tous les Béninois collés. On ne peut pas l'oublier. Elle a été quand même d'un activisme social très poussé. Et ce qui est heureux, c'est qu'après le pouvoir, elle n'a pas disparu. Vidolé n'a pas disparu non plus. Elle a toujours continué. Elle continue toujours de maintenir son Vidolé qui lui est cher. Et si vous devez conclure? Je dirais que j'aurais voulu que les autres premières dames prennent beaucoup plus le volet social qu'elle a fait, qu'elle parcourt les contrées du Bénin pour donner de la joie au cœur, comme Rosine Vieira Soglo l'a fait. Richard Blaka. Je partage cette conclusion et c'est ce qui se fait déjà d'ailleurs avec Chantal Yahi. Ça avait commencé et puis elle a disparu de la scène pour des raisons qu'on ne saurait évoquer ici. Et là, avec Madame Talon, c'est également la même chose. Ça continue. C'est ce qu'on souhaite pour le pays. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Merci à vous, chers invités. Richard Blaka, Laurent de l'Orphaton. Un plateau que nous dédions, on peut le dire, à Rosine Vieira Soglo, la perfection n'est pas de son monde. Sa contribution, elle a apporté, elle est encore là et pourra encore apporter plus à cette République qui a besoin de tous ses fils pour mieux se bâtir. 100% mesdames, messieurs, pour le numéro du jour, ce sera tout un autre plateau à Rosine Vieira Soglo. Pourquoi pas? Ça va être dans les tout prochains jours. Pour l'instant, je vous fais compagnie sur cette citation de l'artiste et écrivain français Marcel Proust. Je le cite: savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre. Autrement, le miracle qui fait aussi le charme de la vie n'existera pas. Chers téléspectateurs, amis de 100% Bénin, merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt et gardez toujours espoir, quoi qu'il arrive. Au revoir.